Bonjour et bienvenue dans ce podcast du rapport d'activité 2023 de la Ligue Braille ASBL qui accompagne les personnes aveugles et malvoyantes vers plus d'autonomie. En 2023, la Ligue Braille a accompagné 16 315 personnes, dont 1043 nouveaux membres, que ce soit pour suivre des cours de locomotion, apprendre à utiliser une tablette, trouver un emploi, suivre une formation ou encore venir en stage. En 2023, la Ligue Braille a également mené sa traditionnelle campagne de sensibilisation sur le thème de la mobilité. Et pour muscler cette campagne, elle a réalisé une enquête auprès des premiers concernés. 664 répondants ont accepté de témoigner, ce qui a permis de dresser une sorte de cartographie de la mobilité des personnes aveugles et malvoyantes en Belgique. Et c'est de cet état des lieux dont nous allons parler dans ce podcast. Avec Adeline Fischer, responsable du service d'accompagnement wallon de la Ligue Braille. Bonjour. Et aussi Julien Rollin, responsable du service d'information pour les adaptations techniques de la Ligue Braille. Bonjour Julien. Bonjour. Merci beaucoup à tous les deux. On va entrer directement dans le vif du sujet. Adeline, la mobilité, c'est hyper important. C'est ce qui fait l'autonomie et c'est d'ailleurs une demande très importante des membres de la Ligue Braille. En effet, avec l'aide à la vie journalière, c'est le suivi le plus demandé. Orientation et mobilité, c'est quoi? Ce sont des cours de quoi? Alors, les cours, ils peuvent être très différents, suivant l'âge de la personne, les habitudes de vie de la personne et également les besoins. Cela peut démarrer avec simplement l'apprentissage de la technique de guide et ça peut continuer et aller jusqu'à l'utilisation de la canne blanche de locomotion. Alors, la canne blanche de locomotion, c'est une aide qui est vraiment essentielle et c'est une aide à la mobilité pour les personnes déficientes visuelles qui sont en situation de handicap. Et parallèlement à cet apprentissage, il est essentiel de développer les sens compensatoires, comme l'audition, le kinesthésique, qui ont une part aussi importante dans les déplacements. L'orientation mobilité, ça ne s'arrête pas évidemment rien qu'à la canne blanche, à ses sens compensatoires. On peut y avoir des repérages, la découverte de la canne électronique, la découverte et l'apprentissage des transports en commun font également partie de ces suivis. Tout suivi en orientation mobilité, en fait, commence par un bilan des déplacements, qui se réalise dans les locaux de la Ligue Braille, soit à Bruxelles, soit dans les différentes antennes régionales. Et l'objectif, en fait, de ce bilan, c'est de faire vraiment une photographie de la situation de la personne dans ses déplacements. Et suite à ce bilan, un projet est établi avec la personne sur base de sa demande, de ses besoins, de ses compétences et de ses difficultés. Le suivi a lieu en général après 1 fois par semaine, d'abord sur site et puis en extérieur. Et on demande à la personne de s'entraîner entre les rendez-vous pour qu'ils puissent assimiler les gestes techniques et les différentes thématiques apprises afin de devenir de plus en plus autonome. On va in situ, à l'extérieur, dehors pour de vrai ensuite ou... Alors, on essaye d'abord de trouver des milieux intérieurs, sans bruit, pour que la personne, évidemment, puisse s'habituer aux gestes sur un sol complètement plat. Et puis, on va crescendo, augmenter la difficulté avec les gens en allant en extérieur et en étant dans le milieu le plus proche de leur environnement habituel. D'accord. Et prendre le bus, ça fait aussi partie de l'exercice et des projets qu'on développe. Tout à fait. On va dans les transports en commun aussi. On va dans les transports en commun. Là, on a l'occasion régulièrement, soit à la TEC ou à la STIB, de pouvoir prendre contact avec les dépôts et de pouvoir aller dans les dépôts avec les personnes déficientes visuelles pour en fait, découvrir ce qu'est un bus, un tram ou autre, avant même de se retrouver sur le chemin habituel. Vous parlez de la canne blanche, justement. Selon l'enquête, 75% des personnes aveugles et 45% des personnes malvoyantes l'utilisent. C'est donc pas systématique, pourquoi? Passer le cap d'utiliser la canne blanche, c'est pas si évident pour une personne déficiente visuelle. Dans la tête du grand public, canne blanche veut dire aveugle. Et il faut savoir que la canne blanche est octroyée à partir de 60% de handicap visuel. Et donc, une personne malvoyante a le droit et peut se retrouver dans la rue avec une canne blanche. Il y a même des dérogations qui peuvent se faire quand les personnes ont moins de 60%, mais le regard de l'autre n'est pas évident. Et en fait, sortir avec une canne blanche, c'est d'être identifié comme personne déficiente visuelle. Et c'est un cap à passer, c'est rendre visible ce qui d'habitude est invisible. Parce qu'une personne déficiente visuelle, ça ne se voit pas toujours parce qu'elle est malvoyante. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas évident. Et donc, c'est un long cheminement, l'acceptation de la canne blanche et le fait de passer le cap. On se rend compte qu'on a beau travailler avec eux, leur faire tester la canne blanche, faire différents gestes pour essayer petit à petit de cheminer avec eux. C'est souvent des témoignages ou des échanges avec d'autres personnes déficientes visuelles
qui leur fait passer le cap. Et ils sont convaincus finalement par l'expérience des autres. Tout à fait. Okay. Les sondés de l'enquête nous parlaient aussi de l'importance de certains aménagements en rue. On pense par exemple à ces dalles podotactiles ou à ces lignes de guidage. C'est important ? C'est important. C'est une aide supplémentaire en fait dans la rue qui a été aménagée pour détecter un passage pour piétons, pour savoir qu'on est en bord d'un quai de tram ou un quai de gare. Et également, ça permet de savoir qu'on est au bord des escaliers. Donc, ça donne quand même des informations super importantes pour la personne. Il y a également les feux sonores qui sont très utiles, mais malheureusement trop rares. Et il faut qu'ils fonctionnent. Et parfois aussi, quand 2 feux sonores sont trop proches l'un de l'autre, la personne peut confondre le feu qui est d'un côté par rapport à l'autre. Donc, c'est tout un apprentissage avec la personne. On peut également, dans certains lieux publics, rencontrer des plaques en braille ou même maintenant des QR codes. Mais tout ça sont des initiatives privées en général et donc ne sont pas souvent continuées par la suite. D'accord. Dernière question, quand on pense au déplacement des personnes aveugles et malvoyantes, on pense aussi aux chiens guides. Selon notre enquête, toujours 6% des personnes aveugles et malvoyantes se déplacent avec un chien guide. 6%, c'est vraiment pas énorme. Pour quelles raisons il y en a si peu ? Alors, pourquoi il y en a si peu ? Il faut savoir que le chien guide, c'est une aide à la mobilité, comme la canne blanche, comme les cannes électroniques. Et certaines conditions doivent être réunies pour pouvoir obtenir un chien guide. Il faut déjà être autonome dans ses déplacements. Il faut être capable d'utiliser une canne blanche de locomotion et de se repérer dans l'espace et de pouvoir s'orienter. Il faut surtout aimer les animaux pour pouvoir s'en occuper. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc ça, c'est quand même une donnée importante. Et il faut aussi être actif et se déplacer tous les jours. Quelqu'un qui ne se déplace pas tous les jours, mais qui ne se déplace que de manière occasionnelle, n'aura pas l'utilité d'un chien comme une personne qui se déplace au quotidien. Un chien guide, en fait, est un chien qui est formé, qui doit travailler. Et donc, la personne doit avoir vraiment des objectifs qui sont quotidiens avec le chien. On pense aussi parfois, peut-être à tort, que on confond le chien et le GPS. En fait, le chien, on ne lui dit pas boulangerie ou on va là. Non, c'est pas ça, c'est l'aide. En quoi il aide, le chien ? En fait, le chien va remplacer la canne et c'est vraiment à ce niveau-là qu'il joue son rôle de mobilité, dans le sens où il va aider la personne à contourner les obstacles, à avoir un cheminement naturel dans son déplacement, où le maître va donner des ordres au chien, retrouve les lignes, va à droite, va à gauche, et c'est le maître en fait qui va diriger le chemin pour le chien. D'accord. Ok. La troisième aide à la mobilité dont on va parler, elle est dans nos poches à tous, dans nos sacs à tous. C'est le smartphone, la tablette, les outils numériques. Julien Rollin, responsable du SIAT, le service d'information pour les adaptations techniques. On va d'abord rappeler que oui, les personnes aveugles et malvoyantes peuvent tout à fait utiliser un smartphone. Tout à fait. Donc les smartphones sont des véritables couteaux suisses qui ont plusieurs fonctionnalités, dont celle d'aider la personne déficiente visuelle, notamment pour ses déplacements. Afin d'être autonome, il est très important que les personnes apprennent à utiliser leur smartphone grâce à des paramètres, à des fonctions d'accessibilité qui sont de base prévues dans les smartphones par les fabricants. Alors ce qui est important, c'est que l'utilisation d'un smartphone nécessite au préalable un apprentissage personnalisé, tout simplement pour être capable de répondre aux besoins de la personne en situation de handicap visuel. On oublie souvent, mais le smartphone effectivement peut être considéré pour et surtout par certaines personnes déficientes visuelles, vraiment comme une aide à la mobilité indispensable. Toutefois, comme Adeline l'a dit, il n'y a pas que le smartphone et donc il faut être attentif qu'une aide à la mobilité ne vienne pas empêcher une autre aide à la mobilité de bien fonctionner et donc il faut vraiment être attentif tout simplement à ce que la personne puisse être outillée dans un premier temps pour se déplacer en toute sécurité et puis aussi de manière la plus autonome possible. Apprendre à utiliser ce smartphone ou cette tablette quand on est en situation de handicap visuel, c'est quelque chose qu'on peut faire à la Ligue Braille, par exemple. Tout à fait, oui, effectivement. Donc au niveau de la Ligue, en 2023, on a eu plus ou moins 991 personnes, dont 666 qui ont été aidées pour introduire une demande d'aide matérielle. Et nous avons suivi également plus ou moins 271 personnes pour apprendre à utiliser le matériel. Est-ce que c'est long ? Oui et non. Oui, ça dépend. Je dirais la chance qu'on a en 2024, c'est d'être connecté. Et donc, automatiquement, toute personne souhaite apprendre à utiliser un smartphone. Et donc, on doit tenir compte de la déficience visuelle de la personne, comme Adeline l'a dit aussi, de sa capacité au niveau de son handicap à faire face aux difficultés auxquelles il va être confronté. Parce qu'apprendre à utiliser quelque chose, c'est aussi se confronter à ses limites.
Et donc, je pense que ça peut être rapide, comme ça peut être long, mais ce qui est agréable de voir, c'est la réussite. Ok. Est-ce qu'il y a des applications qui sont recommandées pour les personnes en situation de handicap visuel ? C'est vraiment compliqué de répondre à la question parce que je dirais, à part de base des applications standards que sont Google Maps ou le plan, qu'on utilise tous, les applications évoluent très vite. Et donc, ce qu'on va peut-être proposer un jour, mais ce ne sera pas l'adage du lendemain. Et donc, c'est vraiment très complexe pour nous de pouvoir dire avec certitude, aller vers cette application. Ouais. On a par exemple des applications qui étaient gratuites l'année dernière, qui aujourd'hui se retrouvent avec une quantité de publicité vraiment importante et qui donc viennent empêcher la personne d'utiliser l'application convenablement. Ouais. Donc voilà, donc je dirais, au-delà des applications standards, c'est vraiment quelque chose qui doit être personnalisé en fonction des besoins de la personne. Et le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une application ne donne pas les obstacles, elle ne les énumère pas. Oui. Et donc, quand on se déplace sur la voirie, s'il y a un chantier, une voiture mal stationnée ou une trottinette, comme on a pu le faire et l'expliquer lors des campagnes précédentes, bah, c'est vraiment important de se rendre compte que c'est une aide à la mobilité, mais qui ne compense pas d'autres types d'aides, comme la canne de locomotion, par exemple. C'est complémentaire. Avec tous les autres outils, c'est ça le mot en fait. Il y a beaucoup de gadgets aussi, j'imagine. Vous devez voir passer des quantités de brol et d'applications. Alors du brol, je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais effectivement, on voit des gadgets parfois un peu surprenants où on se dit ça fonctionnera jamais, et puis au final, on peut être surpris. Maintenant, c'est vrai que par rapport aux objets connectés et aux smartphones, je dirais globalement, on est soit vraiment dans des aides à la mobilité très spécifiques, je dirais au déplacement, ou soit sur des applications, mais qui sont liées au smartphone. Donc voilà. Ok. Pour utiliser ces applications, on l'a dit, il faut un smartphone, une tablette. Ce sont des outils très utiles, mais très chers aussi. La Ligue Braille intervient dans l'achat de ces outils. Effectivement, on a eu la chance, à travers des appels à projets et de généreux donateurs, de pouvoir investir et de mettre à disposition des personnes qui n'ont pas les possibilités financières et qui ne rentrent pas dans les fonds régionaux, d'obtenir via ces fonds une intervention financière qui généralement ira jusqu'à la moitié du prix, sauf qu'on a estimé qu'il y a un plafond qui devait être respecté tout simplement pour rester équitable par rapport à ceux qui ont une intervention des fonds régionaux. Et donc le plafond est égal, je dirais, aux interventions des fonds. Merci à tous les deux. Merci d'avoir rappelé l'importance des aides à la mobilité et l'importance de la mobilité pour les personnes aveugles et malvoyantes. Si les résultats de notre enquête mobilité vous intéressent, ils sont compilés sur notre site braille.be. Si les services dont Adeline et Julien ont parlé dans ce podcast vous intéressent, rendez-vous également sur le site braille.be. C'est là que vous retrouverez enfin l'intégralité de notre rapport d'activité 2023.